Salut à toi, moi c'est Lulus depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. Aujourd'hui, on parle de tests d'adéquation à une loi théorique. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Pour travailler aujourd'hui, on va utiliser des exemples tout simples. Donc voici le premier. On suppose qu'on rentre dans une classe et on demande à 10 apprenants de nous choisir 10 chiffres entre 0 et 1. Voici comment se répartit la distribution. On a tous les 10 apprenants qui ont choisi 0, donc ça fait 10. 8 apprenants ont choisi 1 et ainsi de suite. 9 en ont choisi 2 et on a 14, 12 et 10 et voilà. Donc si on fait la somme de NI, on espère avoir 100 observations. Voilà. Maintenant, on pourrait présenter notre donnée de façon, notre distribution de façon un peu plus correcte. Hein. Donc, en utilisant names, on fait NI et puis on va dire de 0 à 9. Voilà. Et puis, si on regarde NI, on a quelque chose qui est un peu plus parlant. Donc, on a eu 10 fois 0, on a eu 8 fois 1, 9 fois 2, 14 fois 3 et 10 fois 9 et ainsi de suite. Donc voilà. Et puis on va créer une boîte que j'appelle test. Pour réaliser un test d'adéquation dans R, on utilise la commande keysquareTest. Donc je fais keysquareTest et puis je lui passe NI tout simplement et je peux regarder le contenu de test. Voilà. Donc, deux choses à préciser ici. Lorsqu'on veut réaliser un test d'adéquation, c'est un keysquareTest, mais pour probabilité donnée, enfin, for given probabilities. Pourquoi? Parce que la commande keysquareTest, en réalité, permet de faire plusieurs tests. On est d'accord? Donc, pour les tests d'adéquation, regardez à l'esprit que c'est for given probabilities. Ça y est. Et puis, on a ici la statistique calculée, le key calculé qui est de 3,2. On a le degré de liberté, donc qui est de 9. Pour le degré de liberté, il faut savoir que c'est le nombre de catégories qu'on a, moins 1. On est d'accord? Donc le nombre de classes, le nombre de différentes cellules qu'on a, moins 1. Donc 10, moins 1, ça fait 9 ici. On a la p-value ici qui est de 0,98, qui est très élevée. Ça y est, très élevé et qui nous dit en réalité qu'on peut accepter notre hypothèse nulle. On a suffisamment de confiance pour pouvoir accepter notre hypothèse nulle et on va conclure ici que la distribution suit bien une distribution, une loi uniforme. On va écrire ça ici, je vais écrire on accepte l'hypothèse nulle et on conclut que la distribution observée donc est en adéquation avec la distribution théorique d'une répartition uniforme. Voilà, donc la distribution à observer est en adéquation avec la distribution d'une répartition qui est uniforme. Maintenant, il y a deux choses qu'il faut qu'on garde ici. C'est que lorsque on réalise le test, R garde certaines statistiques dans la mémoire. Je vais te montrer. Pour les voir, ici on va prendre test et puis on va faire le signe de $. Donc on a la statistique ici. Il y a statistique, c'est le qui est calculé. On a parameters qui est le degré de liberté. On a la p-value qui est là. Ça y est, il y a la méthode qui est utilisée. C'est un test de qui pour probabilité donnée, ça y est. Et puis, on a, enfin, le nom de la donnée, c'est NI ici. Et je crois que ceux les plus intéressants, en fait, sont les valeurs observées, les valeurs espérées et les résiduels. Le résiduel, c'est ici, les observés, c'est ce qu'on a là, ce qu'on a observé, ça y est, les NI. Et puis, les expected, c'est les N fois PI. On est d'accord? Donc, ici, les PI, puisqu'il s'agit d'une loi uniforme discrète, on sait que pour les 10 chiffres, chaque chiffre a une probabilité de 1 sur 10 d'apparaître, n'est-ce pas? Donc, si on fait les N fois PI, ça fait 100 fois 1 sur 10, ça fait 10, 10, 10. Et puis, si je fais ceci, je vais prendre ceci, on va voir rapidement là. Donc, tu vois, ça fait 10, 10, 10. On espérait 0 10 fois, on espérait 1 10 fois, 2 10 fois, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce qui est espéré. Mais encore plus intéressant, si on fait test et on regarde residuals,
on a les résidus, c'est que l'écart qui apparaît. Maintenant, ce qui est un peu spécial ici, R prend la racine carrée parce qu'on fait l'observation moins ce qui est espéré divisé le tout au carré, ça y est, sur ce qui est espéré, n'est-ce pas? Quand R fait ce calcul-là, il prend la racine carrée et c'est ça qu'il met dans residuals. Donc, pour avoir la statistique qu'on a exactement, il faut faire la somme de tout ceci au carré. Donc, on va faire la somme de test residuals qu'on va prendre au carré pour pouvoir annuler le radical. Et puis, si on fait cela, tu vois, on a exactement 3,2. Comme 3,2, ce qu'on a dans la statistique calculée. Et puis, quand on a les éléments comme ça, il est très facile maintenant, on peut faire un Q de qui square, comme ce que la démarche au pas à pas. Hein. Donc on aurait fait 0,95, je suppose qu'on est à 5%, alpha égale à 0,05. Et puis le degré de liberté est égal à 9. Et si j'exécute, tu vois, ça fait 16,91. Donc tu vois, 3,2 est largement inférieur à 16,91. Donc on est largement dans la zone d'acceptation et puis on va donc accepter l'hypothèse nulle. C'est pour cela que tu vois notre p-value est une p-value qui est très élevée, qui nous dit qu'avec confiance on est dans la zone d'acceptation, on accepte l'hypothèse nulle. Est-ce que ça peut aller là? Je te rappelle déjà, même avant d'aller prendre notre exemple, que lorsque on veut trouver les quantiles dans R là, les Q dans R là, on fait Q. Si par exemple je prends une distribution de student à 25 degrés de liberté, donc je peux faire par exemple 0,9025 et j'exécute. Donc voilà, et pour trouver les Q, les quantiles, on utilise Q avec le nom de la distribution. Tu peux faire, je rappelle rapidement, point d'interrogation distribution pour voir la liste des distributions. Donc ici on a la distribution de Cauchy, la distribution de chi-square. J'ai fait une capsule de laquelle j'ai parlé de ces éléments là, je crois un tout petit peu. Je vais te mettre ça dans la description quelque part là. Donc le T de student, le qui de le degré de liberté, ainsi de suite. Tu peux avoir ces éléments là. Et puis si par exemple tu fais QF pour le fiche, donc on va faire QF pour le fiche. Je crois que ça doit être quelque part là. Donc voilà, DF, la distribution de F. Donc si on fait QF, et puis je fais par exemple, je sais pas, hein, je prends 0,05, je prends 30 degrés pour le premier, et puis 20 pour le deuxième, parce qu'une distribution de Fisher, c'est toujours deux éléments, et on a toujours 2 degrés de liberté, et puis j'exécute. Donc ça fait 0,517, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir déterminer les Q qu'on va prendre pour comparer au Q calculé. Ça y est. On aura toujours un Q calculé, on aura un Q théorique et on compare. Si c'est le Q calculé est inférieur au Q théorique, on accepte l'hypothèse nulle. Si le Q calculé est supérieur au Q théorique, on est dans la zone de rejet et on va rejeter l'hypothèse nulle. Donc on va prendre l'hypothèse alternative de façon théorique. C'est comme ça que ça fonctionne. On est d'accord? Prenons un autre exemple. Prenons un autre exemple. On suppose que voilà. Et on a pris pi 3,14 et on a compté les 10 000 chiffres qui sont à la partie décimale. Donc si on fait 3,14 et ainsi de suite, on a compté 4, 1, 4, ainsi de suite. On a compté les 10 000 chiffres qui sont, voici comment c'est réparti. On va écrire NI, je vais appeler ça NI2. Voici comment c'est réparti, ça fait 900. Et 68 0, il y a 968 0, ça là c'est vrai théoriquement. Et puis il y a 1025,1, donc ça fait 1021, on a 1014, voilà. Et puis on exécute. Si je fais la somme de N2, j'espère avoir NI2, j'espère avoir 10 000, voilà. Donc on a 10 000. Et le processus est de la même façon parce que ici, la probabilité théorique, on sait que c'est 1 sur 10. Chaque chiffre a une probabilité de 1 sur 10 d'apparaître. Donc, on ne va pas trop tergiverser ici. Je vais garder le même schéma pour faire quelque chose d'un peu plus joli. Donc, je vais faire de 0 à 9. Ici, on peut regarder MI2, c'est bien distribué. 0 est apparu 968 fois, 1 est apparu 1025 fois, et ainsi de suite. Et puis, on peut passer à la ligne simplement ici. Je vais appeler ça test, je fais I2.
Donc ça, c'est à titre illustratif et pour qu'on puisse revoir comment ça se passe. On fait NI2 et puis je fais test 2 et j'exécute. Voilà, donc on a une statistique de 9,2, je dirais 9 degrés de liberté, 10 casiers, moins 1, donc ça fait 9. La p-value est de 0,41, donc elle est fortement supérieure à 0,05. Ce qu'on fait, on accepte l'hypothèse nulle et on conclut que cette distribution-là est conforme à une distribution uniforme. On aurait pu, je sais pas, on aurait pu regarder le Q. Je répète Q square, ça fait 0,95 à 9 degrés de liberté. Donc tu vois, ça fait 16,91, 9,2 est largement inférieur à 16,91. C'est pour ça qu'on a une p-value qui est encore relativement élevée. Et puis on peut regarder même à 10 degrés de liberté, à alpha égale à 10%. Alpha égale à 10%, je suis sûr que si je prends 0,90, donc alpha égale à 10%, et puis on va encore accepter l'hypothèse nulle parce qu'on a 14,68 là et 9,2, donc on est encore dans la zone d'acceptation, on est d'accord. Et puis voilà donc comment on peut faire ça. Je vais recopier rapidement ici. Je vais recopier rapidement ici, comme c'est presque la même chose. Je vais copier ici la conclusion et puis on a cette hypothèse nulle. Je vais dire d'uniformité et on conclut que la distribution observée est en adéquation avec la distribution théorique. On peut garder ça comme ça. Voilà, deux exercices comme ça où on peut imaginer quelle sera la probabilité théorique. Il arrive des fois où la probabilité théorique, on ne les connaît pas. On va devoir nous les donner. On va prendre un exemple de ce genre-là et puis on va voir comment ça se passe. Donc, on veut vérifier si 2D sont équilibrés. Et pour faire le boulot, l'expérience qui a été réalisée est la suivante. On a pris les 2D et on les jette par terre. Ils ont jeté les 2D, on ramasse encore, on jette par terre 108 fois. À chaque fois qu'on jette le dé, pour chaque passe, on fait la somme et on regarde combien ça donne. On fait la somme et on regarde combien ça donne. On est d'accord? Donc, voilà l'expérience qui a été faite. Ça fait 3 là. Et puis, on a observé de façon particulière 6, 9 et 11. Donc, on a vu que les 6, à chaque fois qu'on a fait la somme et on a eu 6, c'est 12 fois. Donc, 15 et 9, 15 fois est apparu 15 fois. 11 est apparu 8 fois. Et puis le reste, bon, forcément, puisque c'était 108 fois qu'on a jeté les deux, pour le reste, ça fait 73. Et puis, on peut regarder la somme de NI. Normalement, NI3, ça fait 108 fois. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord là? Et puis, on peut arranger un peu notre travail. Je te montre. On fait names NI3. Et je vais faire ici 6. Ça y est, 9. On était intéressé à 6, 9. Et pour le reste, on va écrire R. Et puis voilà. Donc, on peut regarder NI3. Voilà, donc 6 est apparu 12 fois. 9 est apparu 15 fois, 11 est apparu 8 fois. Bon, et pour le reste, c'est-à-dire 2, parce qu'on peut avoir 1 et 1 sur chaque surface, donc ça fait 2. Et pour tout le reste, ça fait 73 fois. On est d'accord? Voilà, maintenant, et dans cet exercice, on nous donne les probabilités théoriques. Les probabilités théoriques. Et tu peux checker ça par toi-même. Parce que, tu vois, puisqu'il s'agit de 2D, on aura forcément 36 possibilités. Et de ces 36 possibilités-là, combien de fois on peut avoir 6 dedans? Combien de fois on peut avoir 9 dedans? Combien de fois on peut avoir 11 dedans? Et pour le reste, ça fait combien? Si tu checkes bien, tu peux réaliser ça. Tu fais 1 et puis 1, ça fait 2. 1 et puis 2, ça fait 3. Tu fais la somme, tu comptes, tu vas voir que les probabilités sont bien celles-ci. On aura 5 fois sur 36. 5 sur 36 pour 6. 4 sur 36 pour 9, 2 sur 36, ça y est, pour 11, et puis pour le reste, pour que ça puisse faire 1, donc ça fait 25 divisé par 36. Voilà. Donc ça, c'est les probabilités qu'on nous a données. Et lorsqu'on a les probabilités qui sont données, le reste devient un peu comme un jeu d'enfant. On fait chi-square test.
on va écrire NI3. Pour la probabilité, on utilise P, tu vois ici, là, on utilise P pour parler de la probabilité. Donc, toutes les fois où tu auras passé la probabilité, tu fais P égale, et puis on va faire probabilité, et c'est ce qu'on va exécuter. Et puis si on fait test 3, on exécute, tout va bien se passer là. Donc notre probabilité calculée, enfin notre statistique calculée, le qui calculé est de 2,07. Le nombre de degrés de liberté est égal à 3. Pourquoi? Parce qu'on a 1, 2, 3, 4 catégories. Ça y est, 4 catégories comme on a ici. 1, 2, 3, 4. Donc on va faire moins 1. C'est toujours comme ça pour le degré de le nombre de catégories qu'on a, le nombre de classes qu'on a, moins 1. Ça y est. Et puis pour la p-value, donc ça fait 0,55, une p-value qui est largement supérieure à 0,05. Donc on accepte l'hypothèse nulle, on est dans la zone de confiance, on accepte l'hypothèse nulle et on conclut donc que les sont équilibrés, les t ne sont pas truqués. On est d'accord? Et puis c'est ce qu'on va écrire ici. Bon, maintenant avant d'y aller, je voudrais qu'on refasse une fois peut-être. Tu vois le test qu'on avait fait tout à l'heure. Donc si on regarde les valeurs espérées, tu vois, de façon théorique, ce qu'on aurait espéré, c'est d'avoir 15 fois 6. On en a eu seulement 12 fois. De façon théorique, on aurait espéré avoir 12 fois la somme 9. On en a eu 15 fois, un peu comme l'opposé. De façon théorique, on aurait espéré avoir 6 fois seulement 11. La somme qui est 11, on en a eu 8 fois. Et puis pour le reste, bon, ça fait 75, on en a eu 73 fois. Donc ça, c'est les espérés. Et puis pour la statistique calculée, on fait la même chose comme je t'avais déjà montré. Pardon, c'est test 3. Puis on va regarder les résidus. Ça y est, qu'on va élever au carré pour pouvoir enlever le radical. Et si on fait bien la somme, ça fait 2,07. Tu vois, c'est toujours très précis, 2,07. Et puis on peut regarder simplement le Q. Donc on a fait Q qui square. On est à 0,95 et puis à 3 degrés de liberté. Si on exécute, ça fait 7,81. Tu vois, 2,7 est inférieur à 7,81. Donc on conclut, on accepte l'hypothèse, on garde l'hypothèse, ça y est, et on conclut dans ce cas que les t ne sont pas truqués. C'est ce qu'on va écrire ici. Je vais écrire ça. Donc on accepte l'hypothèse nulle et on conclut que les 2D ne sont pas truqués. Donc il s'agit de bons T. Ça y est. Alors, ce que je voudrais que tu gardes de cette partie, c'est que ici on nous a donné les probabilités. Donc comme on nous a donné les probabilités, on utilise P égale pour passer les probabilités qu'on nous a données et on exécute notre test de façon très propre. Est-ce qu'on est d'accord? Allez, on va prendre un autre exercice et dans cet exercice là, ce qu'on va faire, on va supposer que on ne nous a pas donné les probabilités, mais on nous a donné la distribution que suit. Variable aléatoire nous a donné la distribution qu'elle suit. On va regarder si ce qu'on a observé est en adéquation avec la loi théorique. Ça y est. Bon, pour faire cela, on va prendre un petit exercice là. Je suppose, et on suppose qu'on est à un carrefour qui est très dangereux. Et pendant un mois, on a observé le nombre d'accidents qui se déroulent à ce carrefour-là. Ça y est, voici comment on a réparti. Voici ce qu'on a observé en réalité. On a observé 5 jours où il y a eu 0 accident. On a observé 10 jours où il y a eu un seul accident. On a observé 7 jours et ainsi de suite. Donc un jour où il y a eu 5 accidents. Voilà, donc si on fait la somme de NI, je vais appeler ça NI4 pour ne pas prêter à confusion. Je vais appeler ça NI4. Donc si on fait la somme de NI4 et on exécute, ça fait 30 jours. On se pose 30 jours. Et puis on va faire pareil. On va faire NI4. Donc on va prendre ici de 0 à 5. Et on va exécuter. On peut regarder NI4. Voilà, donc 0 accident, puisque c'est la variable aléatoire, 5 fois. Un seul accident, il y a eu 10 jours où on a observé un seul accident. Il y a eu 7 jours où on a observé 2 accidents et ainsi de suite. On est d'accord? Allez,
puisqu'on nous a dit que la variable aléatoire suit une distribution de poissons, hein, je vais dire une distribution de poissons, on va, pour calculer les probabilités, c'est une poisson de paramètre 2. Ça y est, donc on va dire quelle est la probabilité que ins soit égal à 0 lorsqu'on suit une distribution de poissons de paramètre lambda égal à 2. Quelle est la probabilité que ins soit égal à 1 lorsque on suit une distribution de poissons de paramètre lambda égal à 2 et ainsi de suite. Ça y est. Bon, on aurait pu prendre une table et le faire à la main, mais R nous donne la possibilité d'écrire un petit code pour pouvoir le faire automatiquement. Et c'est ce que je vais te montrer. Donc, on va faire for i in 0. On va utiliser un for loop. Hein. Donc, in 0, 5. Et puis, je vais aller à la ligne. Je vais appeler ça P pour dire probabilité. Et puis, je vais utiliser des poissons. Et puis, je vais mettre i ici. Et je vais mettre 2. Ça y est. Donc, puisque c'est la densité, à chaque fois, on va prendre la valeur de i qu'on va mettre dans la fonction de densité et on va calculer le P, la probabilité qu'on puisse l'avoir. On est d'accord? Alors, et pour calculer les densités, on utilise D. Pour calculer les quantiles, je t'avais dit, on va utiliser Q, mais pour les densités, on utilise D. Je t'invite vraiment à jeter un coup d'œil sur le package des distributions. Je t'invite à le faire, ça va t'aider un peu. Et puis donc, ce qu'il va faire maintenant, il va prendre 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'à 5. Ça y est. Et puis je vais exécuter cela. Mais avant, je vais lui dire de me faire sortir le résultat. Donc je vais faire 4 P. Et puis je dis de me mettre une parenthèse là pour que, une virgule là pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc voilà, tu vois, tout est bien défini. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais créer une variable que je vais appeler peut-être probabilité 2. Je vais faire C, copier et mettre dedans. Et c'est tout, j'ai les probabilités ici définies. Tu l'aurais fait à la main, la machine t'aide et puis ça va très rapidement quoi. Je vais passer à la ligne avec ceci, je passe à la ligne. Et voilà, donc on a nos probabilités qui sont ainsi définies. Et puisqu'on a nos probabilités qui sont ainsi définies, maintenant tout le reste devient comme un jeu. Quoi. On va faire test 4. Ça y est, et on fait key square test. On va mettre N4 dans ce cas. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser P égale à probabilité 2. P ça fait probabilité 2 et on va exécuter. Voilà. Attention, probabilité 2, je ne l'avais pas mis. Voilà, et puis on va exécuter cette fois-ci. Voilà, généralement quand on procède de cette façon, ce qui se passe c'est que la somme ne donne pas 1. Tu vois, ici quand on va faire toute la somme, ça ne donne pas 1. Généralement, c'est comme ça que ça se passe dans ce cas. Pour corriger ça, tu sais ce qu'on fait? On fait rescale. On utilise l'option rescale. Donc je vais faire rescale P. Voilà. Donc quand tu dis rescale P, par défaut c'est false. Donc quand tu fais true, tu lui dis en fait de réarranger ça. Il s'arrange pour recadrer ça et le P fait 1. C'est pas un truc extravagant. Il revoit juste les calculs et le P fait 1. Ça y est. Donc si je fais cela, un deuxième problème se pose. Il dit que le key square qu'on a approximé peut ne pas être correct. Je vais t'expliquer ce qui est en train de se passer. Je sais que tu sais ce qui est en train de se passer, mais je vais te l'expliquer. C'est test 4. On va regarder les valeurs espérées. Parce que je fais test 4 expected et puis j'exécute. Regarde ce qui est en train de se passer. Au niveau de 4 et de 5, on a les valeurs espérées qui sont plus petites que 5. Quand les valeurs espérées sont plus petites que 5, ce qu'on a appris dans notre cours, c'est qu'il faut regrouper les cellules dans lesquelles les valeurs espérées sont plus petites que 5. On les regroupe, n'est-ce pas? Voilà. Donc, puisque ce n'est pas regroupé ici, c'est pour cela qu'il est en train de nous dire que la valeur calculée peut ne pas être correcte. Il a dit c'est maybe, ça peut ne pas être correct. Et généralement, c'est ça. Il y a un problème quand on est dans ces situations-là. Bon, à la main, tu aurais dû, c'est pas, réajuster, recadrer et puis refaire les calculs. Tu vas perdre quelques degrés de liberté, tu vas refaire de la gymnastique et ainsi de suite. Mais R nous offre une option pour aller vite en utilisant une méthode beaucoup plus sophistiquée que celle qu'il y a dans les ouvrages ou bien celle qu'on nous enseigne de façon classique. Ça y est, il utilise des simulations de Monte Carlo. Alors, pour pouvoir faire cela, qu'est-ce qu'on fait? On ira à la ligne simplement et on fait simule
on fait stimulate, donc stimule les p-values, simulate p-value, on fait true. Et voilà, quand on fait ça, on exécute et on peut regarder maintenant ce qu'il y a dans notre test 4. Tu vois, tout se passe bien sur nouveau. Donc, il dit que c'est un chi-square test for given probabilities, donc un test d'adéquation, mais ici, with simulated p-value. Donc, les p-values ici ont été simulées basées sur 200 répliqués. On est d'accord? Donc, il a fait une simulation de Monte Carlo. Je vais faire une autre capsule dans laquelle je vais te montrer beaucoup sur les simulations de Monte Carlo. Ne t'inquiète pas du tout pour cela. Mais ici, il faut garder seulement que c'est une simulation de Monte Carlo qui a été utilisée. Et il a fait plusieurs fois, 2000 fois. Il a répété le test 2000 fois. Et il a fait la simulation pour le p-value. Donc, le petit truc ici, c'est que on n'aura pas de degré de liberté, donc forcément cette statistique calculée ne sera pas juste. Ça y est, parce qu'on n'a pas de degré de liberté, la statistique calculée n'est pas juste. On ne peut même pas utiliser, on ne peut même pas comparer avec un Q. On ne peut pas déterminer un quantile. Donc, ce qu'on va seulement faire ici, c'est de croire en la p-value. On est d'accord, on prend la p-value et puis ici, regarde, la p-value est de 0,95. C'est une p-value qui est très élevée. Donc, on accepte l'hypothèse nulle et on conclut que, effectivement, tel que les accidents se déroulent sur ce carrefour-là, cela suit une distribution de Poisson de paramètre 2. On va accepter l'hypothèse nulle. Donc, et puis, c'est ce qu'on va faire ici. On va dire que je vais écrire ça pour toi. On accepte l'hypothèse nulle de conformité et on conclut que je vais à la ligne parente est une loi de Poisson. Donc je vais écrire P de paramètre lambda égale à 2. Voilà. Donc et on accepte l'hypothèse nulle de conformité et on conclut que la loi parente est une loi de Poisson de paramètre 2. Est-ce que ça peut aller? Voilà donc quelques cas comme ça qu'on pourrait utiliser pour avancer. Je vais te montrer quelque chose d'un peu plus intéressant. Si tu restes avec moi, je vais te montrer un peu ce qui se passe dans le cas où on a une loi binomiale, par exemple. Si on a une loi binomiale, donc on suppose qu'on a 300 boîtes comme ça et dans chaque boîte, il y a 3 ampoules. Donc 300 boîtes avec 3 ampoules et on teste les 3 ampoules et on regarde le nombre de défectueuses. Donc si on prend la première boîte, on a testé les 3 ampoules, on regarde combien d'ampoules sont gâtées dedans et on compte. Et on compte. Et à la fin, on fait tout le décompte. Ça y est. Donc voilà ce que ça nous a donné pour 0 ampoule défectueuse. 0 ampoule défectueuse, on a compté 190 boîtes. 190 boîtes, 0 ampoule défectueuse. Une seule ampoule défectueuse, on a compté 95 boîtes et ainsi de suite. Donc 10 boîtes et 5 boîtes. Voilà les NI. Je vais appeler ça NI5. Donc, si on fait bien la somme, normalement, NI5 devrait nous donner 300. Parfait. Donc, l'exercice est simple. Hein? C'est 300 boîtes qu'on a et dans chaque boîte, il y a 3 ampoules. Donc, on prend la première boîte, on teste la première ampoule, la deuxième ampoule et la troisième ampoule et on regarde le nombre d'ampoules qu'il y a de défectueuses. S'il y a 0 ampoule défectueuse, on va dire, bon, pour cette boîte, on a 0 ampoule défectueuse. Pour cette boîte, on a une ampoule défectueuse. Et on a fait le calcul ainsi de suite, comme ça, 2 ampoules défectueuses. Et on a compté à la fin. Donc, on a trouvé 190 boîtes. Je vais utiliser names. NI5. Ça y est. Et puis, ça va faire 0 à 3. Voilà. Et puis, on peut regarder NI5. Voilà. Donc, on a eu 190 boîtes de 3 ampoules. Donc, les boîtes, là, on a eu 190 où 0 ampoule était défectueuse. Donc, toutes les ampoules étaient en bon état. On a eu 95 boîtes, ça y est, où une seule ampoule est défectueuse et ainsi de suite. Tu as compris le schéma, n'est-ce pas? Voilà, et puis on veut regarder maintenant, puisqu'on a 2 possibilités, c'est juste que l'ampoule est soit défectueuse ou soit elle est en bon état. Donc, on a une binomiale, n'est-ce pas? Et c'est comme si on est en train de faire, des tirages avec remise. C'est comme si à chaque fois on prend une boîte, on finit de faire, on remet encore. Aller prendre une nouvelle boîte, c'est comme remettre toutes les ampoules et retester, tu vois. Donc on est en train de faire un tirage avec remise. Donc on est en train de suivre une distribution
binomial. On va déterminer les probabilités puisqu'on ne nous les a pas données. Et je vais écrire donc une petite formule, hein. Donc ça va faire des binômes dans ce cas, et puis on aura I. On est d'accord ici que le nombre d'observations ici, la taille c'est 3, et puis pour la probabilité, bon, on va dire que la probabilité d'avoir une défectueuse, elle est de 0,15. Donc la probabilité qu'une ampoule soit défectueuse est de 0,15 le nom. L'autre c'est que les ampoules sont en bon état, et puis comme on avait fait tout à l'heure, on va utiliser un 4 pour nous faire sortir P, et puis voilà, tout va bien se passer. Certainement, on va exécuter. Et voilà. Et on a nos probabilités qui sont définies. Je vais appeler ça probabilité 3. Probabilité 3. Je fais C et c'est ce que je fais. Je copie simplement les probabilités obtenues. On les copie et on les met à l'intérieur ici. On fait paste. Et tout est bien défini. Et lorsqu'on a obtenu nos probabilités ainsi, tout le reste va devenir comme un jeu. On va faire test 5. Qui square test, on va faire NI5, on va définir la probabilité, PP probabilité 5, probabilité 3, ça y est, et puis on va exécuter. Il y a un problème, hein? L'approximation de qui peut être incorrecte. Dans ce cas, simplement, il faut faire une simulation. Ça y est, simuler T et on va faire true, pardon. On fait une simulation et on va regarder ce que ça nous donne. Voilà, donc et bon, je vais te montrer quelque chose. On va faire un peu plus de simulation. Si tu veux définir par toi-même les simulations, tu utilises B pour dire, parce qu'il dit que c'est basé sur 200 replicate, n'est-ce pas? Donc le base, sur combien c'est basé B, on va prendre ici peut-être 2500. On va prendre 2500 et on va exécuter pour choix. Voilà, donc ici tu vois c'est un test qui de probabilité de with simulated p-value, et puis ici on a 2500 répliqués. Ça y est, donc définitivement le qui calculé et puis le reste ne va pas nous dire. Ce qu'on va regarder ici, c'est plutôt la p-value. Et puis tu vois cette p-value là, elle est largement en dessous de 0,05. Elle est largement en dessous de 0,05. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rejette l'hypothèse nulle. On n'a pas suffisamment de confiance pour accepter l'hypothèse nulle. Ça y est, donc on rejette l'hypothèse nulle et on prend l'hypothèse alternative. L'hypothèse alternative qui va nous dire dans ce cas que tel que les éléments sont distribués, enfin, les ampoules défectueuses ne suivent pas une loi binomiale. Ici, ça ne suit pas une loi binomiale, donc certainement peut-être ça suit une loi de Poisson ou bien une autre type de loi. De toute façon, ici, puisqu'on rejette l'hypothèse d'adéquation, ça ne suit pas une loi binomiale. Et puis c'est ce qu'on va écrire ici rapidement. On va dire on rejette l'hypothèse nulle de conformité. Et on conclut la distribution observée n'est pas en adéquation avec la distribution théorique. Ça y est, n'est pas en adéquation avec la distribution théorique. Donc la distribution du nombre d'ampoules défectueuses ne suit une binomiale, disons, de paramètre 3, 0,15. Voilà. Et puis, il y a une dernière chose que je voudrais préciser, c'est que n'oublions pas ici que des simulations qui ont été faites pour obtenir la p-value ici. On est d'accord? Donc, techniquement, cette simulation sera beaucoup plus précise que des choses qu'on va faire dans les livres. Donc, il peut arriver des fois où il y ait de contradictions. Personnellement, je préférerais des simulations parce que des simulations de Monte Carlo sont prouvées beaucoup plus robustes que les petites simulations que nous faisons avec les livres ou bien les raccordements qu'on fait quand on est en train de faire les petits calculs à la main. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi.